Salut à tous, chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief de la trêve internationale de septembre concernant l'équipe de France. Alors on divise cette vidéo en trois segments majeurs, en trois axes principaux, en attaquant tout de suite par le premier, qui concerne donc le pré-shot de notre liste, de notre précédente vidéo, où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce qu'on a vu juste. Alors, pour spoiler, on a fait 2 erreurs au total, j'ai fait 2 erreurs, on va voir pourquoi, comment et où est-ce qu'on a réussi aussi, c'est important. On commence du coup en bas comme la précédente vidéo pour remonter ensuite vers les attaquants. Et c'est ici qu'on a évité le premier piège déjà. Le premier piège s'appelait Lucas Chevalier. Il a bel et bien pas été appelé. Je pense que c'est une place avec Samba qui se dispute un petit peu. Je crois pas qu'Areola soit tant en danger que ça en tant que troisième gardien. Donc on a évité ce premier piège là. Ensuite, au niveau des défenseurs centraux, c'est là qu'il y a notre première erreur de la vidéo. C'est un 7 sur 8 qu'on a fait donc. En défense centrale, il s'agissait de Saliba, d'Upamecano et de Konaté. Mais c'est le quatrième central qui a pêché. On parlait nous de Benjamin Pavard. On préconisait Castello Luqueba en cas de non Benjamin Pavard pour une question de pied fort. Et au final, il nous a pris du coup à contre-pied en sélectionnant Wesley Fofana. Alors on avait quand même parlé de Wesley Fofana. On l'envisageait pour les prochaines listes, on avait dit qu'il serait probablement sélectionné au fil de la saison. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si rapide. Donc c'est notre première erreur, mais il n'a pas vraiment été appelé. Enfin, il a été appelé, mais il n'a pas été au rendez-vous pour des raisons personnelles. On n'a ni les tenants ni les aboutissants, mais il a été remplacé par Loïc Badet, qui pour le coup on n'avait pas du tout envisagé. Là est notre première petite erreur. À gauche, c'est donc Théo Hernandez et Ferland Mendy. On avait vu juste, mais Ferland Mendy a eu un petit problème juste après l'annonce de la sélection. C'est Lucas Digne qui l'a remplacé, on l'avait évoqué également, donc pas de souci là-dessus. Et à droite, c'est le deuxième piège que l'on a évité, le piège Malo Gusto, qui pouvait potentiellement être appelé, qui avait de quoi être appelé, mais Jonathan Klaus fait un peu de résistance, donc on avait vu juste là-dessus. Les milieux de terrain du coup, il s'agit là de notre deuxième erreur, avec toutes les blessures, il y a eu une espèce de zone de turbulence autour de la sélection, de la liste. Je pense que Deschamps n'avait pas cette équipe-là en tête au moment d'annoncer les noms, avant les blessures. Donc on avait bien vu que Rabiot, ça allait être un peu juste. C'était un peu le même cas pour Camavinga. Oui, Camavinga, c'était une blessure, déjà annoncée depuis un petit moment. Mais par contre, en petite surprise, on pensait voir un Khéphren Thuram, mais seulement en cas de non-blessure. Il s'était blessé 1 ou 2 jours avant. On avait estimé que s'il était sur pied, ça allait être possible pour lui, mais ça n'a pas été le cas. À ce moment-là, par contre, on imaginait Magnès Akliouche pour pallier à Antoine Griezmann. On va y revenir tout de suite. Mais c'est la troisième option que j'imaginais si c'était pas Akliouche. Il s'agissait de Manu Koné, et ça a été le cas. Donc, on ne l'avait pas prédit. On ne l'avait pas pré-shot, mais on avait parlé de Manu Koné et on avait dit qu'il pouvait potentiellement faire partie de la liste, et quelle réussite. Par contre, là où on avait vu juste, c'est concernant le cas Griezmann, qu'on n'avait pas situé au milieu de terrain comme dans les listes précédentes. On l'avait bel et bien mis avec les attaquants. On avait vu que c'était un peu branle-ballant au milieu lors des dernières sélections. Et on avait envisagé le fait que Deschamps l'installe au poste de numéro 9. Alors c'est là qu'est la demi-erreur. C'est que ça n'a pas été vraiment le cas, il n'a pas été installé au poste de numéro 9 comme on pouvait l'imaginer, comme on pouvait le fantasmer même, pour ma part. Par contre, il a bien été mis du côté des attaquants. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui se trame, mais on n'a pas pu le voir en tout cas sur cette liste. Ce qui est à noter quand même, c'est que lors du premier match contre l'Italie, lorsque Mbappé, qui était en 9, descendait pour faire le playmaker, ça on l'évoquera plus tard dans la vidéo, mais quand il redescendait en tant que playmaker, Griezmann s'intervertissait avec Kylian, je sais pas si c'est bien français, ce qui faisait qu'il se retrouvait dans une position avancée qu'on peut qualifier d'avant-centre. Donc
Il y a un fond de vérité dans ça, même si c'est pas son rôle initial et que c'est plus histoire de boucher le trou à ce moment-là. Il s'est retrouvé quand même de nombreuses fois dans cette situation. Au niveau des attaquants, du coup, on n'a pas vraiment d'erreur, si ce n'est qu'on avait mis Mbappé du côté des ailiers, au poste d'ailier gauche dans la liste, et nous en tant que numéro 9, mais ça ne change pas grand-chose, ce sont les attaquants. On avait bien ciblé l'absence de Kingsley Coman, la présence de Michael Olise, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram sur des classiques. Donc rien à signaler de ce côté-là. Concernant le premier point de la vidéo, ça nous fait un petit total de 21 joueurs trouvés, pré-trouvés sur 23. Ça reste correct, je pense, mais on fera encore mieux la prochaine fois. Deuxième point de la vidéo, un petit récap, bref récap des matchs. Donc le premier c'était France-Italie, donc défaite 3-1. L'une des seules belles choses de cette soirée a été, mis à part le but de Di Marco, la Marseillaise a cappella. Ça a été peut-être le meilleur moment du match pour nous. Alors initialement, ce qu'il faut noter dans cette compo, c'est qu'il était prévu que Kolo Muani soit à droite et Olise dans l'axe. Kolo Muani s'est blessé peut-être à l'échauffement ou en tout cas pas loin, ce qui a décalé Olise à droite et fait rentrer Griezmann dans l'axe. Donc c'est un des premiers points notables de la composition d'équipe. Deschamps a été un petit peu embêté et n'a pas pu mettre en place ce qui a été prévu. C'est pas pour trouver des excuses parce qu'il n'y en a pas vraiment à trouver, mais ça peut jouer dans l'organisation et dans la compréhension, le fait que les joueurs soient à l'aise sur le terrain entre eux. Ils ont été perturbés dans ce qu'ils ont travaillé probablement. C'est peut-être un petit peu à mettre à leur crédit s'il faut vraiment trouver quelque chose, quoi. Du coup, on a eu le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France avec Barcola qui n'a pas perdu de temps pour marquer son premier but en bleu. Il me semble que c'était le premier. On prend rapidement le premier but. À ce moment-là, il y a vraiment une errance défensive qui saute aux yeux. Je pense que c'est Konaté qui est fautif sur celle-ci. En tout cas, de ce qui est le plus voyant. Le marquage, il n'est pas fait à la culotte, il est fait là... sûrement au short en jean. C'était vraiment, tu peux pas être si loin de ton joueur. Sur le deuxième but, qui du coup j'ai presque été content de le voir. On a eu un beau geste, si ce n'est celui d'Olise en début de match pour éliminer deux défenseurs. Mais là pour le coup, Olise est plutôt mis en cause. Je pense, on doit voir sur les screens là que c'est lui qui devait être au marquage et qu'il était en retard. Alors on va pas lui jeter la pierre, c'est sa première sélection. Je pense que tactiquement tout n'est pas très au point. Après, je pense que Deschamps est quand même à cheval sur ce qui concerne l'aspect défensif. Donc, en tout cas, c'est Michael Olise qui est en retard là-dessus, ce qui permet de donner une avance significative à l'attaque italienne. Et Jonathan Klaus se fait aspirer et ça nous offre ce petit but. Donc, c'est vraiment deux erreurs qui sont assez flagrantes. Il n'y a pas besoin vraiment de grosses analyses pour les comprendre. Et c'est plutôt ça qui fait peur au final. D'un côté, on peut voir le fait que c'est rassurant parce que c'est facilement corrigeable. D'un autre côté, je me dis que pour faire de telles erreurs dans un même match en si peu de temps, ça traduit peut-être quelque chose d'un peu plus profond. Et pour finir, pour mettre un point final, accentuer le mal-être des joueurs qui se traduisait vraiment par des fautes techniques, c'est la perte de balle de Youssouf Fofana qui emmène au troisième but. Alors, encore une fois, c'est un joueur peut-être qui manque de temps de jeu, qui manque un peu de rythme en ce début de saison, avec son transfert, etc. Mais c'est plutôt un joueur fiable en équipe de France. Il n'a jamais été transcendant, mais il a toujours été bien pour le coup. Même s'il est discuté, Fofana, c'est un joueur plutôt fiable, plutôt sûr en équipe de France. Le voir faire ce genre d'erreur, ça témoigne de ce qui se passe. Ensuite, du coup, on a un petit France-Belgique qui s'est beaucoup mieux passé, avec des titulaires sur le banc, des banquistes sur le terrain. Et là, il y a eu un autre état d'esprit. On a senti des joueurs, ça m'a marqué, des joueurs qui avaient à cœur de s'encourager, de se soutenir dans l'erreur, de se porter vers l'avant. Des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être alignés, type Guendouzi, qui a fait un plutôt bon match, en tout cas qui s'est donné, c'est le principal. Donc c'était beaucoup plus plaisant à voir et je pense qu'il y a une certaine remise en question à faire à ce moment-là.
Et du coup, Deschamps a procédé avec un système différent. Là, c'était très clairement une pointe basse qui était installée, et Manu Koné, qui a été très bon, qui a fait un très bon match. C'est assez prometteur. C'est même, je pense, un message fort envoyé à ses concurrents directs. Et devant, Guendouzi et Kanté, qui ont des profils similaires, des joueurs qui savent quand même se projeter vers l'avant, qui sont rugueux défensivement, qui ont beaucoup de ténacité. Ils se sont relayés à tour de rôle à ce qu'il y en ait toujours un qui soit plus haut pour faire le premier défenseur. Ils se sont jamais gênés. La bascule s'est toujours bien faite entre les deux. Il y a eu beaucoup de communication, ça s'est vu, des gestes, des bras. Donc une très bonne entente entre les deux. Mais du coup, on a sur le papier 3 milieux de terrain à vocation, en tout cas pas offensive, et 3 attaquants particulièrement en manque de confiance, à savoir Dembélé, Thuram et Kolo Muani. Alors je pense que le but dans cette manœuvre était de les mettre en confiance. Alors comment, étant donné que les 3 sont pas en confiance, comment à eux 3 ils peuvent faire une bonne marmelade? Et ben, je pense que ça n'a pas été une si mauvaise idée. Je ne pensais pas dire ça, parce que ce n'était pas mon avis au coup d'envoi. Et la fin du match a donné raison pour moi à Deschamps sur ce choix-là en tout cas. Il y en a un qui a été moins bien quand même, c'est Thuram, qui a été un peu plus transparent, même s'il a eu 2-3 positions de frappe. Kolo Muani s'en sort avec un but. Il arrive souvent à marquer en équipe de France, donc c'est un petit ego boost. Et Dembélé, pour le coup, lui, on a senti sur quelques prises de balles qu'il n'osait même pas frapper, qu'il y a des moments qui étaient... il se cachait presque. Puis il a dégoupillé. Il nous a envoyé une grenade dans les cages. C'était qui au cage d'ailleurs? Je sais plus. Mais il a envoyé un pétard. On le voit pas faire ça. C'était son 6e but, il me semble, en équipe de France. Donc très peu, si ça peut le relancer, si ça peut le mettre sur une bonne dynamique, c'est tout ce qu'on souhaitait. C'est probablement ce que souhaitait Deschamps. Et c'était probablement une bonne chose à faire. Lui qui était un peu le patron de l'attaque, lui qui ne peut pas l'être quand il y a Kylian ou Griezmann par exemple. On arrive au 3e et dernier point de la vidéo, vulgairement appelé les tops et les flops. Il s'agit de voir qui sont les grands gagnants, qui sont les grands perdants de cette trêve. Alors on va se faire 2 colonnes, les tops, les flops. C'est pas des termes que j'affectionne particulièrement, tant ils peuvent être mal interprétés. En commençant par ceux qui ont perdu des points. Alors je le mets en bas de la liste, tant c'est pas si grave que ça, pas si voyant que ça en tout cas. C'est le cas Théo Hernandez qui a connu des errances défensives. Il fait pas un début de saison extraordinaire, il a été remis en question. Donc il arrive à se rattraper, à compenser offensivement, mais c'est quelque chose qu'il faudra observer par la suite en tout cas. Jonathan Klaus, c'est un petit peu le même combat. Il a eu sa chance encore une fois. Les matchs précédents en équipe de France, il a été excellent. Là, pour le coup, il a un peu perdu de ce qu'on a aimé chez lui, son apport offensif, etc. Sachant que Malo Gusto pousse derrière, je pense qu'il n'a pas gagné de points, donc je le mets dans les flops, en tout cas pour cette trêve. Je pense du coup également à Youssouf Fofana qui n'a pas spécialement marqué de points. Warren Zaïre-Emery, pareil, il y a la blessure, déjà qu'il n'a pas eu de temps de jeu pendant l'Euro. Là il n'a pas eu l'occasion de se rattraper. Donc il perd des points malgré lui, c'est pas grand chose, c'est le flop, pas par le jeu en tout cas. Marcus Thuram, on sait que Deschamps risque de l'appeler pour les prochaines listes parce qu'il y a une affecte particulière, il croit en lui. En tout cas là, il n'a rien montré, presque tout a été mauvais malgré les quelques situations. Donc Marcus Thuram et Antoine Griezmann qui n'a pas été mauvais, mais l'un des perdants de cette liste en perdant un petit peu ce rôle de titulaire. Le match qu'il joue contre l'Italie, et comme on a vu plus tôt, il devait être remplaçant. Donc c'est un peu un downfall, il a perdu une place dans l'esprit de Deschamps.
Pour les joueurs pour qui ça s'est un peu mieux passé, je pense du coup à Lucas Digne, à contrario de Hernandez. Il a fait un très bon match contre la Belgique. Il peut peut-être prétendre à plus à l'avenir, un petit duel avec Ferland Mendy. On n'y est pas, mais en tout cas il a marqué quelques points. Et Dayo Upamecano, c'est pareil. Du coup, Konaté a perdu quelques points. Upamecano, on a gagné. Vraiment un joueur bien en phase avec ce qui se passe en équipe de France. Un bon duo avec Saliba, ça fonctionne bien. Le chien et le chat. Donc, il a marqué des points, même si on savait déjà qu'il en avait marqué beaucoup pendant l'Euro. Je pense à Guendouzi dans une moindre mesure, qui s'est bien battu, qui n'a pas été mauvais. C'est un petit top, mais c'est un top quand même. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait le job, il n'a pas été noyé par ce qui s'est passé au sein de l'effectif. On est obligé de penser à Ousmane Dembélé, qui marque, c'est notable, on va pas cracher là-dessus. Donc il remarque sûrement des points dans l'esprit de Deschamps. On sait que Coman n'est pas loin derrière. Il y a des joueurs qui poussent, peut-être à l'avenir même Désiré Doué ou autre. Donc c'est bien pour la confiance du joueur. Ousmane Dembélé, un top. Michael Olise, je le mets plutôt dans les tops, même si ça a été mitigé, il y a eu beaucoup de pertes de balles et d'erreurs, l'errance défensive notamment. Mais je pense que ça c'est pas grave. On a senti une patte un peu spéciale, il y a quelque chose de différent, il peut apporter quelque chose qu'on n'a pas. Son faux pied, un joueur plutôt axial, il peut dépanner sur l'aile, il peut jouer sur l'aile, il peut jouer dans l'axe. Je pense qu'on le verra de nouveau, c'est plutôt un top Michael Olise. Et on arrive, je pense, sur les deux plus gros tops de cette sélection, c'est Bradley Barcola, qui n'a pas été non plus extraordinaire, de toute manière personne n'a été extraordinaire, mais il a marqué des points, il pousse, je pense, Kylian à jouer dans l'axe, je pense qu'il n'y aurait pas Barcola, Kylian serait peut-être à gauche, je vais peut-être un peu loin, mais je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Et le plus gros top, je pense sans trop d'hésitation, c'est Manu Koné, qui a fait vraiment un match plus que correct, pas loin d'être époustouflant contre la Belgique. Donc sans surprise, le top de cette trêve, c'est Manu Koné, et on le verra probablement pour la trêve d'octobre. Merci d'avoir visionné cette vidéo, ce fut un plaisir. On se retrouve très prochainement pour parler de ce qui va se passer en championnat, des joueurs à suivre, des équipes à suivre. On verra tout ça. Merci d'avoir regardé, et puis du coup on se dit à très vite.